One Piece récapitulatif numéro 16, Water 7. Après avoir quitté Long Ring Longland, les Mugiwara continuent leur périple en suivant leur log-post. Mais avant d'arriver à la prochaine île, ils tombent sur la gare de Chief Station, où ils manquent de se faire percuter par le Puffington, un train des mers unique qui relie certaines îles de cette région de Grand Line grâce à un chemin de fer flottant. Ils font ainsi la rencontre de la chef de gare de cette station ferroviaire, une femme sirène nommée Kokoro. Cette drôle de dame leur explique que la prochaine île sur leur route n'est autre que Water 7, la cité de l'eau réputée pour ses constructions navales. Les Mugiwara y voient une aubaine pour réparer leur navire et pourquoi pas recruter un charpentier de talent dans leur équipage. En arrivant sur l'île, Luffy, Usopp et Nami décident de partir devant pour changer en argent le magot d'or qu'ils ont récupéré à Chandoria, pour ensuite payer les réparations du Going Merry. Ils se rendent ainsi dans le centre-ville et parviennent à échanger leur trésor contre 300 millions de berries, une somme astronomique qui suffit largement à réparer n'importe quel navire. De leur côté, Robin et Chopper sont partis se promener en ville, mais l'archéologue des Mugiwara disparaît soudainement pendant que le médecin de bord bouquine dans une librairie. Quant au trio pirate, ils se sont rendus au quai numéro 1, où travaillent les meilleurs charpentiers de la ville, regroupés au sein de la Galela Company. Ils y rencontrent Kaku, le chef charpentier du quai, qui part examiner l'étendue des réparations nécessaires au Going Merry, ainsi que Iceberg, le maire de la ville et patron de la Galela Company, toujours accompagné de sa secrétaire Khalifa. Mais pendant qu'ils font connaissance avec les différents charpentiers, des voyous connus sous le nom de Frankie Family en profitent pour kidnapper discrètement Usopp et voler 200 millions de berries aux Mugiwara. En ville, Sanji, qui est parti faire le plein de vivres, tombe sur Chopper, et tous les deux se rendent compte de la disparition de Robin. Au quai numéro 1, Kaku est de retour après avoir examiné le Going Merry, et annonce à Luffy et ses compagnons que leur bateau a déjà subi trop de dégâts pour être réparé. D'abord dans le déni, Luffy finit par se laisser raisonner par les charpentiers de la compagnie, et s'aperçoit, enfin, de la disparition d'Usopp et des 200 millions de berries. Les charpentiers leur indiquent alors le QG de leur voleur. Luffy s'y dirige, tandis que Nami retourne au Going Merry pour déposer les 100 millions qu'il leur reste, et informer le reste des Mugiwara de leur mésaventure. En arrivant au Going Merry, elle retrouve Zoro, ainsi que Chopper et Sanji tout juste rentrés. Une fois les différentes informations échangées, les trois garçons partent pour le QG de la Frankie Family, tandis que la navigatrice reste garder le navire. Mais devant le repère de voyous, les Mugiwara trouvent un Usopp semi-conscient, laissé pour mort par les voleurs. Remontés plus que jamais, les pirates écrasent sans forcer la Frankie Family. Cependant, ils apprennent que leur chef Frankie est parti avec les 200 millions de berries pour les dépenser. N'ayant pas de piste pour le rattraper, ils décident de rentrer au Going Merry. Une fois Usopp remis sur pied, Luffy explique à son équipage qu'il compte changer de bateau, puisque leur fidèle caravelle n'est plus réparable. Chacun comprend plus ou moins facilement la situation et accepte la décision de leur capitaine, sauf Usopp, qui refuse d'abandonner leur précieux navire qui les a guidés dans tant de péripéties. Une violente dispute éclate alors entre le capitaine et son canonnier, qui décide finalement de quitter l'équipage. De plus, il défie Luffy en duel pour savoir qui gardera le Going Merry. Son capitaine accepte, et même si Usopp lui donne du fil à retordre, Luffy finit par mettre KO son ami d'un gomme-gomme boulette sans pitié. Les Mugiwara, le cœur lourd, décident alors de partir en ville en quête d'un nouveau bateau et de laisser le Going Merry à leur ex-compagnon au bord du gouffre. Au petit matin, les Mugiwara apprennent une terrible nouvelle. Iceberg, le maire adoré de la ville, a été victime d'une tentative d'assassinat. Ils décident alors de se séparer en petits groupes. Sanji et Chopper repartent à la recherche de Robin, tandis que Luffy et Nami se rendent au quai numéro 1 pour en apprendre plus sur cette tentative d'assassinat. Mais une fois sur place, le capitaine et sa navigatrice tombent sur Frankie, le chef de la Frankie Family, qui vient de découvrir que ses hommes et son QG ont été massacrés par les Mugiwara. Furieux, il cherche à se venger et un combat avec Luffy s'engage alors. Mais Frankie s'avère être un cyborg qui a modifié lui-même son corps afin de pouvoir cracher du feu, envoyer son poing ou tirer des missiles, ce qui met en difficulté Luffy. Dans le même temps, Iceberg reprend connaissance et informe ses hommes qu'il a été agressé par un mystérieux homme masqué, ainsi que Nico Robin. Les Mugiwara sont alors suspectés d'être à l'origine de cette tentative d'assassinat, et les avis de recherche de Luffy, Zoro et Robin sont diffusés dans toute la ville. Au quai numéro 1, l'agitation créée par le combat entre Luffy et Frankie a rapidement rameuté les charpentiers de la Galela Company, qui comptent bien capturer leur suspect numéro 1. Et ces hommes s'avèrent être également de redoutables combattants, et Luffy ne sait plus où donner de la tête face à autant d'assaillants. Lorsqu'il comprend qu'il est suspecté d'avoir voulu assassiner Iceberg parce que Robin a été aperçu sur les lieux du crime, il décide de s'enfuir avec Nami pour tirer cette situation au clair. En ville, le duo Chopper-Sanji tombe sur Robin qui déclare bel et bien être à l'origine de la tentative d'assassinat de Iceberg et ajoute qu'elle souhaite quitter l'équipage tout en leur demandant de ne pas chercher à la faire rester. Une fois que les deux Mugiwara ont digéré la nouvelle, ils décident de se séparer. Chopper part prévenir le reste de l'équipage, tandis que Sanji essaye de découvrir ce que prévoit Robin. Une fois réunis, il devine que Iceberg risque de se faire assassiner pour de bon, et il décide de se rendre à sa résidence pour coincer Robin, quitte à tomber dans un piège. Mais les Mugiwara ne sont pas les seuls à avoir anticipé un possible assassinat du maire de Water 7, et les habitants ont décidé de prendre les armes pour protéger leur héros local. Et alors que chacun prend position autour du siège de la Galela Company, une explosion retentit et des hommes masqués sont repérés en train de prendre la fuite.
Les habitants et charpentiers de l'île les prennent en chasse, mais ils ne peuvent rien contre ces mystérieux combattants qui arrivent à se déplacer dans les airs. À l'intérieur du siège de la compagnie, d'autres hommes masqués massacrent les gardes sans pitié. Finalement, tous se rejoignent dans la chambre d'Iceberg où ils révèlent leur véritable identité ainsi que leur objectif. Ce sont en fait Lucci, Kaku, Khalifa et Bruno, 4 agents du CP9, une organisation gouvernementale secrète, qui ont joué les agents doubles au sein de la Galela Company pendant 5 ans afin de s'emparer des plans de l'arme antique Pluton, autrefois détenu par Tom, le charpentier mentor d'Iceberg. Celui-ci étant mort il y a 12 ans, il le soupçonne d'avoir légué les plans de l'arme antique à son apprenti Iceberg. Quant à Robin, ils l'ont forcé à la suivre car elle est la seule personne connue à pouvoir déchiffrer les plans de l'arme antique grâce à sa connaissance des poneglyphes. Et tandis que Iceberg semble perdu, les Migliora, ou plutôt ceux qu'il en reste, font irruption pour protéger le patron de la Galela Company. Malheureusement, les membres du CP9 maîtrisent les 6 pouvoirs et peuvent ainsi rendre leur corps dur comme le métal, se téléporter sur de courtes distances, transpercer n'importe quoi avec leurs doigts comme seule arme, ou encore envoyer des coups de pied tranchants à distance, ce qui leur permet de surclasser facilement les pirates. De plus, Lucci, le chef du commando, s'avère être un utilisateur de fouet du démon, puisqu'il maîtrise le Zoan du léopard. Une fois transformé, il ne fait qu'une bouchée de Luffy et Zoro qui l'envoient valdinguer à travers l'île. Une fois débarrassés des Migliora, rien ne semble pouvoir les empêcher de s'emparer des plans de l'arme antique. Mais malheureusement pour eux, Iceberg n'est plus en possession de ces plans, puisqu'il les avait déjà laissés à Franky. Vous vous demandez sûrement pourquoi le maire de la ville a cédé les plans d'une arme antique au plus grand voyou de Water 7. Eh bien, en réalité, les deux hommes étaient les seuls apprentis de Tom, un charpentier légendaire qui a conçu l'Oro Jackson, le navire qui a permis à Goldie Roger d'atteindre le One Piece, ce qui nous plonge dans un flashback qui a lieu 24 ans auparavant. Franky, alors âgé de 10 ans, débarque sur Water 7, après avoir été abandonné par ses parents pirates. Il est alors recueilli par Tom, un homme poisson charpentier, Kokoro, sa secrétaire qui deviendra plus tard la chef de gare de Shift Station, et Iceberg, déjà apprenti de Tom et qui a 4 ans de plus que le futur cyborg. Mais alors que Tom et Iceberg construisent des bateaux avec leur compagnie navale Tom's Workers, Franky passe la plupart de son temps à construire de tout petits navires de guerre et naviguer en mer avec pour abattre des monstres marins. Malheureusement, à cette période-là, Water 7 est dans une situation économique très inquiétante, et cela empire 2 ans plus tard lorsque l'exécution de Goldie Roger sonne le début de l'âge d'or de la piraterie. Les navires de matières premières nécessaires aux constructions navales sont alors de plus en plus pillés par les pirates, ce qui neutralise la production des navires. Tom rêve ainsi de stabiliser les échanges commerciaux avec les îles alentours en construisant un moyen de transport sûr, le train des mers. Malheureusement, Tom est déjà mondialement connu pour être celui qui a construit l'Oro Jackson, le navire qui a porté sur toutes les mers du monde Goldie Roger. Alors, après que celui-ci ait été exécuté, le gouvernement mondial souhaite condamner à mort tous ceux qui ont aidé le redoutable roi des pirates, y compris Tom. Mais lors de son procès, celui-ci parvient à convaincre le juge de lui laisser un sursis de 10 ans pour construire son train des mers. 10 ans plus tard, et après de multiples péripéties, le train et ses rails flottants sont enfin finis. Le succès est immédiat, et la ville qui sombrait dans une pauvreté profonde renaît de ses cendres grâce à la sûreté des échanges commerciaux garantis par le Puffington. Mais quelques jours plus tard, le CP5, une organisation cousine du CP9, dirigée par un certain Spandam, vient rendre visite à Tom. En effet, il le soupçonne de détenir les plans de Pluton et souhaite ressusciter ce navire de guerre mythique pour mettre fin à l'âge d'or de la piraterie. Après avoir nié les posséder, Tom confie les plans à ses 2 apprentis. Peu après, Tom est de nouveau jugé pour avoir construit l'Oro Jackson, mais alors que le juge, enthousiasmé par le succès du train des mers, arrive pour acquitter le charpentier, son navire est bombardé par la flotte de mini-navires de guerre construite depuis 10 ans par Franky. En effet, Spandam s'est servi des dangereux jouets de Franky pour attaquer le juge, qui condamne alors Tom à mort, mais surtout à tort. Et alors que Franky renie ses bateaux pour avoir causé un tel malheur, Tom lui clame haut et fort qu'il faut être fier des bateaux que l'on construit. Après sa condamnation, la compagnie Tom's Workers est dissoute et les 2 apprentis prennent des chemins opposés. Alors que Iceberg décide de poursuivre la volonté de Tom en unifiant les charpentiers de l'île sous une nouvelle compagnie du nom de la Galela Company, puis en devenant maire de la ville, Franky erre de nombreuses années en mer où il transforme son corps en cyborg avant de revenir sur Water 7 pour rassembler les voyous des faubourgs dans sa Franky Family et en faire une équipe de démolisseurs de navires. Retour au présent. Les agents du CP9 connaissent bien le lien entre Franky et Iceberg, en tant qu'ancien charpentier de la Galela Company, et se rendent donc au repère secret de Franky pour le capturer. Devant la Galela Company, Chopper, Nami et Iceberg ont réussi à réchapper des flammes du bâtiment que le CP9 avait incendié. Ils apprennent alors de la bouche du maire de Water 7 que si Robin a décidé de quitter l'équipage des Migliora, c'est avant tout pour les protéger d'un destin funeste. En effet, pour mener à bien leur mission, le CP9 s'est vu octroyer exceptionnellement le droit de déclencher une des armes les plus terrifiantes de la marine, le Buster Call. Le Buster Call est une armada de 10 navires de guerre, avec à leur tête 5 vice-amiraux, 200 colonels et des milliers d'autres officiers. Le CP9 a ainsi menacé Robin de déclencher le Buster Call contre les Migliora si elle ne coopérait pas avec eux. À Blue Station, la gare de Water 7, le CP9 s'apprête à embarquer avec 3 prisonniers à bord, Franky, Robin et Usopp qu'ils ont trouvés en chemin.
Alors que la tempête fait rage et qu'aucun navire n'est capable de prendre le large, ils s'apprêtent à embarquer dans le train des mers direction Enies Lobby, l'île judiciaire du gouvernement mondial où tous les criminels jugés sont condamnés à mort. Là-bas les attend le chef du CP9, qui n'est nul autre que Spandam, l'homme à la tête du CP5 qui s'était arrangé pour faire condamner Tom 12 ans plus tôt. Cependant, tout n'est pas encore perdu, puisque Sanji avait anticipé que leurs ennemis quitteraient l'île grâce au train des mers. Il patiente jusqu'au dernier moment dans l'espoir de voir arriver du renfort, mais il doit finalement se résoudre à embarquer seul sur ce train privatisé par le gouvernement mondial pour l'occasion. De leur côté, le reste des Mugiwara se sont retrouvés et ont même obtenu le soutien des charpentiers de la Galela Company et de la Frankie Family, qui ont enfin compris que le gouvernement était derrière tous ces malheurs. Une dernière aide providentielle de Kokoro, l'ancienne secrétaire de Tom, leur permet de remettre en circulation le prototype du train des mers, le Rocketman. Tous ensemble, ils partent à la poursuite du Puffin Tom pour sauver leurs amis ou venger leur patron. Le premier élément à retenir dans cet arc, c'est l'irréparabilité du Going Merry. En effet, selon les charpentiers de Water 7, la caravelle des Mugiwara a subi trop de dégâts durant leur périple pour pouvoir les mener ne serait-ce que jusqu'à la prochaine île. Nos pirates préférés vont donc devoir se procurer un nouveau navire, certainement plus robuste, pour les accompagner dans leur rêve d'aventure. Mais bien que les Mugiwara aient déjà quitté l'île, on se doute que le Going Merry refera une apparition, au moins pour un adieu digne des émotions qu'il a apportées à ses passagers. Et c'est d'autant plus vrai qu'une discussion entre Frankie et Usopp nous révèle le lien unique qui relie ce bateau à son équipage. En effet, lorsqu'Usopp raconte au boss de la Frankie Family qu'il a aperçu un pseudo-fantôme réparer le Going Merry sur Skypiea, ce dernier lui révèle qu'il s'agissait certainement d'un Klaboterman. Il lui explique alors qu'un Klaboterman est une incarnation d'un bateau qui aide ses passagers et qui apparaît uniquement lorsque le navire est traité avec le plus grand soin. Frankie avoue d'ailleurs qu'il est la première personne à lui affirmer qu'il a vu un Klaboterman, et qu'une telle apparition est tellement rare qu'elle est considérée comme une simple légende pour la plupart des gens. Quoi qu'il en soit, les Mugiwara s'apprêtent à changer de navire, et ce, dès la fin de cette saga. Ensuite, il faut bien sûr retenir Frankie. Le cyborg était parti sur de mauvaises bases avec les Mugiwara, mais il a d'ores et déjà montré avoir un grand cœur, une personnalité extravagante et des capacités au combat dignes des Mugiwara. Et il semble donc être le charpentier parfait dont rêvaient les Mugiwara. Mais si l'idée de recruter l'apprenti du constructeur du légendaire Oro Jackson, navire de l'ancien roi des pirates, séduirait n'importe qui, dans les faits, cela s'avère plus compliqué. En effet, Frankie est toujours en mauvais terme avec Luffy et ses alliés, mais surtout, il n'a plus construit de navire depuis la mort de Tom il y a 12 ans. Est-il donc capable d'être le charpentier des Mugiwara, et plus encore, celui qui bâtira le navire qui mènera les Mugiwara jusqu'au One Piece? Rien n'est moins sûr. Et puis, pour intégrer l'équipage, il doit avoir un rêve digne de ses compagnons, ce qui ne nous a pas été dévoilé dans cet arc. Parmi les autres questions qu'on peut se poser, il nous reste encore à savoir ce qu'il a fait des 200 millions de berries volés aux Mugiwara, et bien sûr, ce qu'il compte faire de l'héritage légué par Tom, à savoir les plans de l'arme antique Pluton. Ce qui nous emmène tout droit aux antagonistes de cette saga, le CP9. Avant toute chose, il faut savoir que le CP9, qui signifie Cypher Pole numéro 9, est l'unité secrète la plus redoutable du gouvernement mondial et la seule à posséder le permis de tuer. Ses membres sont tous de redoutables combattants, qui utilisent les 6 pouvoirs, Rob Lucci en tête, à l'exception de leur chef Spandam. Celui-ci, en plus d'être extrêmement maladroit, n'est pas plus fort qu'un simple soldat de la marine, et on peut donc légitimement se demander ce qu'il fait à la tête d'une unité aussi redoutable. Cette question sera éclaircie dès le prochain arc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ferait n'importe quoi pour ramener au Gorosei les plans de Pluton et obtenir le prestige qui en découlera. Pour atteindre son objectif, il s'est même vu accorder le droit d'utiliser le Buster Call, dont on reparlera juste après. Quoi qu'il en soit, on en verra bien plus sur ce personnage machiavélique dès que le CP9 atteindra l'île du prochain arc, l'île judiciaire d'Enies Lobby. Nous y retrouverons également les deux axes Mugiwara, Usopp et Robin, qui vont devoir rapidement trouver un moyen d'échapper aux griffes du Cypher Pole s'ils ne veulent pas être condamnés à mort dès le prochain arc. Nul doute qu'Usopp fera tout pour éviter cette situation dans laquelle il se retrouve bien malgré lui, mais Robin semble bien plus résigné. L'archéologue n'a opposé aucune résistance depuis que le CP9 a menacé de déclencher un Buster Call à l'encontre des Mugiwara. Et bien qu'une armada de 10 navires de marine et, entre autres, 5 vice-amiraux soit une menace très dissuasive, difficile d'imaginer Luffy et ses compagnons prendre peur. Robin semble pourtant véritablement traumatisé par le Buster Call. Et lorsqu'on se demande pourquoi, on peut se demander si ce n'est pas lié à son passé très flou, qu'il l'a vu passer d'organisation criminelle en organisation criminelle. Tout sera expliqué dès le prochain arc, mais est-ce que cela sera suffisant pour qu'elle réintègre les Mugiwara, qui eux n'ont pas l'air prêts à la laisser partir? Ce qui semble être pourtant le cas avec Usopp, puisque la violente dispute qu'il a eue avec Luffy semble avoir eu raison de leur amitié. Même si ça a été dur pour chacun d'entre eux, les Mugiwara ont décidé de tourner le dos à Usopp. Mais l'ancien canonnier se retrouvant embarqué bien malgré lui dans cette bataille entre son ancien équipage et le CP9, que choisira-t-il de faire? Va-t-il à tout prix vouloir rentrer à Water 7 pour réparer le Going Merry et continuer de naviguer avec? Va-t-il tout faire pour sauver son ami Robin? Va-t-il s'excuser auprès de son ancien capitaine et réintégrer l'équipage? Mais les Mugiwara seront-ils seulement prêts à accepter ces éventuelles excuses?
Quoi qu'il en soit, le futur des Mugiwara s'est bien assombri lors de cet arc. Enfin, terminons cet épisode sur Pluton, l'arme antique qui serait un navire de guerre à la puissance destructrice qui avait déjà été évoqué à Alabasta. En effet, Robin y avait découvert son emplacement grâce au poneglyphe. Pourtant, les plans que détient actuellement Franky semblent montrer que cette arme se construit plus qu'elle se trouve. Qu'en est-il vraiment? Et surtout, pourquoi Tom était en possession de ces plans? On peut supposer qu'un premier exemplaire a été construit à Water 7, probablement lors du siècle oublié, et se trouve maintenant à l'endroit indiqué par le poneglyphe d'Alabasta, puis que ces plans ont été transmis d'ingénieur naval en ingénieur naval jusqu'à arriver dans les mains de Franky. Mais aucun élément concret ne fait avancer ce mystère sous les 700 prochains chapitres, au moins. En revanche, dès le prochain arc, nous saurons si le gouvernement mondial parvient ou non à mettre les mains sur les plans de Franky. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc Water 7, mais bien des choses attendent les Mugiwara sur Enies Lobby, donc n'hésite pas à aller lire le manga, ou à regarder l'anime, ou à t'abonner et activer la cloche pour être notifié de la sortie du prochain One Recap, ou juste cliquer ici s'il est déjà disponible.